Bonjour à tous et bienvenue sur Barla Énergie Climat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis un petit moment et qui a tendance à déchaîner les passions, le nucléaire. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. Je commencerai par aborder les enjeux de transition énergétique. J'enchaînerai ensuite sur tous les sujets autour des risques du nucléaire. Je parlerai ensuite des enjeux de déchets, puis plus généralement de ressources. Et pour finir, j'aborderai les questions financières et puis de gestion de projet. Commençons par les enjeux de transition. On peut voir sur ce graphique l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en France depuis 1990 et jusqu'en 2050 dans les objectifs que l'on s'est fixés, où l'on atteindrait donc la neutralité carbone à cet horizon. La première chose que l'on peut observer, c'est que donc, les émissions totales diminuent depuis plusieurs années, même une bonne vingtaine d'années, et on est à peu près sur la bonne trajectoire, même si rien n'est garanti pour les années qui viennent. Une deuxième chose que l'on peut observer, c'est que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre concerne l'utilisation d'énergie. Il y a ensuite une partie concernant des procédés industriels, donc avec des réactions chimiques qui produisent des gaz à effet de serre, notamment la cimenterie, et puis une partie difficilement compressible qui concerne les émissions de l'agriculture, notamment le méthane dû à l'élevage. Et donc comment faire pour réduire fortement ces émissions, notamment sur l'utilisation d'énergie? Eh bien, il va falloir supprimer les 60% d'énergie fossile que l'on consomme aujourd'hui. Pour les supprimer, il y a deux leviers. Le premier levier, c'est réduire la consommation totale d'énergie. Et un deuxième levier, c'est électrifier les usages. Donc en 2050, les scénarios principaux proposent d'en avoir environ 900 à 1000 TWh d'énergie consommée par an, énergie finale. Et donc là-dedans, il y aurait 30% qui concerneraient des énergies renouvelables thermiques, essentiellement de la biomasse, et puis le reste, ce serait de l'électricité. Il y a une partie qui concerne les gaz décarbonés, c'est essentiellement de l'hydrogène qui serait produit avec de l'électricité. Donc le poids total de l'électricité dans le mix énergétique à l'horizon 2050 serait aux environs de 70%. Si on résume, aujourd'hui l'énergie c'est 70% du problème climatique, l'électricité c'est 25% du mix énergétique mais ça va devenir 70%, et le nucléaire qui vaut aujourd'hui 70% de la production d'électricité française, eh bien il faut décider combien on en veut à l'horizon 2050. Avant de juger de la pertinence de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, la première des choses à faire, c'est d'estimer les besoins de consommation d'électricité à l'horizon 2050 ou plus loin. Donc RTE a fait ce travail dans son rapport Futur énergétique 2050, et donc dans son scénario de référence, il y aurait donc une forte électrification des usages pour donc les décarboner, pour supprimer l'utilisation de pétrole et de gaz, notamment dans la mobilité et pour le chauffage. Et puis il y aurait aussi des évolutions sur l'efficacité énergétique et puis éventuellement sur de la sobriété. Donc l'un dans l'autre, la consommation d'électricité, elle augmenterait, mais de manière raisonnable, en passant donc de environ 470 TWh par an en 2019 à environ 650 TWh par an en 2050. Ensuite, RTE a fait des scénarios différents en disant quelle est la fourchette de consommation que l'on peut s'attendre à avoir. Et donc, en résumé, on devrait avoir entre 550 et 750 TWh par an de consommation électrique, soit voilà, plus ou moins 100 par rapport à la référence, et donc ils ont testé plusieurs variantes. Ensuite, depuis donc, ces 3 ans que le rapport est sorti, eh bien, on a revu à la baisse le potentiel de la biomasse, mais on a aussi observé un retard sur l'électrification, ce qui sont donc deux mauvaises nouvelles pour la transition. Mais donc l'un dans l'autre, les besoins de consommation électrique devraient rester aux environs donc, de 650 TWh par an. Sachant cela, quelles sont les options pour le nucléaire? Eh bien, RTE a défini plusieurs scénarios. Il y a 3 premiers scénarios, les scénarios M, qui ne comportent pas de construction de nouveaux réacteurs. Donc le premier, M0, vise une sortie accélérée du nucléaire dès 2050 pour atteindre donc le 100% énergie renouvelable. Ensuite, on a les scénarios M1 et M23 où il n'y a pas de nouveaux réacteurs, mais on les ferme une fois qu'ils ont atteint la fin de leur vie. Et donc le 100% renouvelable serait atteint dès 2060 uniquement. La différence entre les deux, c'est que dans M1, c'est plutôt un scénario décentralisé avec plein de petits panneaux solaires sur les toits, des petits parcs éoliens,
Alors que dans M23, c'est plutôt un scénario centralisé avec des gros parcs photovoltaïques au sol, des gros projets de parcs éoliens en mer. Ensuite, RTE a défini des scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires. Le premier, donc N1, construirait 8 réacteurs nucléaires de nouvelle génération, donc les EPR. On aurait donc à peu près un quart de la production d'électricité qui serait d'origine nucléaire. Dans N2, on construirait 14 EPR et on aurait donc un tiers de l'électricité qui serait nucléaire. Et dans N03, qui est le scénario le plus ambitieux, on construirait toujours 14 EPR, mais on construirait en plus une dizaine de SMR, donc des tout petits réacteurs nucléaires. Et puis surtout, on prolongerait certains réacteurs au-delà de 60 ans, ce qui était estimé comme ambitieux par RTE au moment de l'apparition du rapport. Et donc, au final, eh bien, avec la fermeture accélérée des réacteurs dès 2050, on aurait ce type de trajectoire dans M0. Et dans le scénario le plus ambitieux, eh bien, la construction de nouveaux réacteurs ne permettrait même pas de compenser la fermeture des réacteurs historiques, malgré leur prolongation. Dans les scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires, on atteindrait à terme le 100% énergie renouvelable. En théorie, ce serait faisable, mais il y a certaines difficultés majeures à bien identifier. Sur le réseau électrique, on doit en permanence assurer un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. En cas d'écart entre les deux, eh bien, la différence d'énergie va être prise sur l'énergie cinétique des machines tournantes sur le réseau, c'est-à-dire les gros générateurs des réacteurs nucléaires et à gaz. Et donc, en prenant leur énergie cinétique, leur vitesse de rotation va baisser, ce qui va donc réduire leur fréquence et en conséquence, la fréquence électrique du réseau va baisser. Et donc quand la fréquence électrique du réseau baisse, au bout d'un moment, pour protéger les équipements, eh bien, il va y avoir plein de disjoncteurs qui vont se déconnecter, et donc on va avoir un blackout. Donc pour éviter ça, il faut absolument toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, assurer cet équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Donc pour y parvenir, il y a 4 besoins à satisfaire. Le premier, c'est d'avoir des capacités de production et de flexibilité suffisamment dimensionnées pour être capable en toute heure d'assurer cet équilibre. En deuxième, il faut avoir une inertie suffisante sur le réseau, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de machines tournantes pour qu'en cas de déséquilibre, eh bien, on ait le temps de réagir. Troisième sujet, c'est qu'il faut être capable de réagir quand on observe un déséquilibre, et pour ça, il nous faut des marges, ce qu'on appelle des réserves opérationnelles, et donc pouvoir allumer de nouvelles centrales ou augmenter la production de certaines en cas de besoin. Et enfin, il y a la question du réseau. Avec beaucoup d'énergie renouvelable, il y aura beaucoup de flux sur le réseau, avec parfois le solaire espagnol ou italien qui irriguera l'Europe du Nord, puis parfois du vent d'Europe du Nord qui irriguera la Méditerranée. Et donc il faut que le réseau soit suffisamment dimensionné, sinon il y aura ce qu'on appelle de la congestion, et on n'arrivera pas à gérer donc, cet équilibre, juste parce que le réseau sera trop faible. Et donc sur ces 4 sujets, la principale difficulté, c'est la question du stockage d'hydrogène, donc qui est nécessaire pour apporter de la flexibilité, pour apporter de l'équilibre intersaisonnier, c'est-à-dire stocker l'hydrogène en été pour le consommer en hiver et donc permettre de soulager le réseau électrique en hiver. Et c'est un pari technologique majeur d'envisager le déploiement de ce type de réseau à grande échelle sur l'hydrogène. Concrètement, à quoi ça ressemblerait un système électrique avec beaucoup de renouvelables? On peut voir ici sur la gauche une semaine en février dans le scénario N2, donc avec un tiers de nucléaire et donc en rajoutant l'hydraulique, on a à peu près la moitié du mix électrique qui est pilotable, alors que donc à droite, dans le scénario M23, on aurait 3/4 d'énergie renouvelable intermittente. Et donc ce qu'on observe à gauche, c'est que avec le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, et puis import-export, on arrive à gérer l'équilibre. Alors qu'à droite, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut utiliser donc, ce qu'on observe en rose et puis en violet, c'est-à-dire un peu d'utilisation de batteries, mais les batteries en rose, ça suffit clairement pas. Il faut ajouter toute la partie violette qui est du thermique à base d'hydrogène. Donc on brûle de l'hydrogène dans des centrales à gaz,
qui sont H2 ready. Donc sur le papier, on s'en sort, mais il faut avoir correctement dimensionné tous ces équipements de flexibilité, notamment sur le système d'hydrogène. Les 6 scénarios proposés par RTE permettent tous d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Par contre, ils reposent tous sur des hypothèses plus ou moins risquées. Et on a différents types de risques sur lesquels vont être sensibles différemment chacun des scénarios. Les scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires portent des risques importants sur le développement des énergies renouvelables. Si on ne les développe pas assez vite, on aura de gros soucis pour équilibrer le système électrique. Il y a les 4 sujets dont je viens de parler sur les enjeux d'un système avec beaucoup d'énergie renouvelable. C'est aussi le cas dans le scénario N1 avec uniquement 8 EPR. Et puis après, on a des difficultés, enfin des risques sur les scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires, surtout le scénario N03 où à la fois on en construit 14 des EPR et puis on prolonge au-delà de 60 ans un certain nombre de réacteurs. Donc au final, tous les scénarios ont des risques et le plus safe, le moins risqué, ça semble être quand même d'avoir une base suffisante de nucléaire et une base suffisante aussi de renouvelables. C'est beaucoup plus facile d'avoir un système électrique décarboné avec du nucléaire que sans nucléaire, puisque donc, faire du 100% énergie renouvelable, ça comporte des difficultés majeures. Mais les opposants du nucléaire l'accusent d'être très risqué dans le sens où il y a des risques d'accidents majeurs et des conséquences importantes sur la santé des populations. Et donc pour juger si c'est vraiment souhaitable de faire ou pas du nucléaire, il faut donc évaluer une sorte de balance bénéfice-risque sur le nucléaire. Donc qu'en est-il ? Pour appréhender le risque nucléaire, il faut commencer par se familiariser avec la notion de radioactivité. La radioactivité, ce sont des ondes émises par des atomes instables. Il y a plusieurs manières de la mesurer. On peut mesurer la quantité d'ondes émises par une quantité de matière instable. On peut mesurer la quantité d'ondes qui est absorbée par un organisme, notamment un corps humain. Ou on peut mesurer les impacts sur la santé de l'organisme qui a subi de la radioactivité. Et donc c'est cette manière-là de quantifier la radioactivité qu'on va utiliser pour juger des risques. Et donc on va utiliser l'unité qui s'appelle le sievert. Donc cette unité, elle mesure l'impact de la radioactivité sur la santé humaine. Donc quelques ordres de grandeur. La radioactivité, il y en a dans la nature. En France, on est tous exposés à environ 2 millisieverts par an. Un corps humain, c'est radioactif. Il y a plein de composants dans la nature qui sont radioactifs, mais à des faibles doses. En Inde, c'est plutôt 6 millisieverts. Puis un examen médical, notamment un scanner, ça va être de l'ordre de 10 millisieverts. Et les centrales nucléaires, en fonctionnement normal, ça expose les populations à moins de 0,01 millisieverts, soit rien du tout. Et les travailleurs du nucléaire sont exposés à moins de 20 millisieverts, ce qui n'est pas grand-chose, car les impacts sur la santé humaine, commence à s'observer à plus de 100 millisieverts. Dans le cœur d'un réacteur nucléaire, il y a beaucoup de radioactivité. Est-ce que c'est dangereux ? Oui. Est-ce que c'est un risque ? Ça dépend. En fait, on va distinguer la notion de danger et de risque. Si on a un requin dans l'eau, sur une plage, c'est très dangereux, on risque de se faire manger par le requin. Par contre, si on reste sur le bord du rivage, le risque de se faire manger par le requin est quand même assez limité. Donc la notion de risque, c'est quand il va y avoir une probabilité de subir des impacts. Et donc comment on fait pour maîtriser le risque, donc pour le réduire ? On peut faire de la prévention pour réduire la probabilité d'avoir des problèmes. Et puis on peut faire de la protection pour réduire les impacts en cas de problème. Et donc c'est vraiment ces deux notions qui vont être appliquées dans les réacteurs nucléaires pour limiter au minimum le risque nucléaire. L'enjeu va être de confiner la radioactivité dans le réacteur pour pouvoir produire de l'électricité en toute sécurité. Donc l'électricité, elle est produite par une turbine qui alimente le réseau électrique. Et cette turbine, c'est une turbine à vapeur. On a de la vapeur qui est produite dans le circuit secondaire. Cette vapeur, elle fait tourner la turbine et ensuite elle est condensée pour redevenir de l'eau, puis elle recommence son parcours.
pour être condensé, eh bien, il y a besoin d'un circuit tertiaire qui utilise de l'eau d'une source froide, donc qui peut être la mer ou un fleuve. Et donc ça permet juste de condenser cette vapeur. Et donc on a toujours besoin de ce circuit de refroidissement dans un réacteur nucléaire. Et donc comment on fait pour chauffer le générateur de vapeur? Eh bien on utilise ce qu'on appelle un circuit primaire, et c'est dans ce circuit primaire, on a une cuve avec à l'intérieur eh bien, des barres de combustible qui sont dans ce qu'on appelle des crayons. Et en fait, eh bien, la radioactivité, elle est confinée par trois barrières. On a la première barrière qui est la gaine du combustible, donc le fameux crayon. Ensuite, on a une deuxième barrière qui est le circuit primaire. Si jamais les gaines ont un problème, eh bien, la radioactivité reste confinée dans le circuit primaire. Et si jamais il y a une fuite dans le circuit primaire, la radioactivité reste confinée dans l'enceinte du réacteur, qui est une grosse enceinte en béton. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un accident nucléaire, notamment un accident grave, comme il y a eu à Fukushima? Eh bien, on a d'abord un événement, par exemple un séisme et un tsunami. Suite à cet événement, il y a un arrêt d'urgence du réacteur, donc avec des barres de bord qui vont tomber dans la cuve et ralentir très rapidement la réaction. Mais il y aura quand même une chaleur résiduelle à évacuer pendant un petit moment. Juste une parenthèse, à Tchernobyl, l'accident qu'il y a eu, l'arrêt d'urgence n'a pas fonctionné parce que dans la technologie qu'il y avait à l'époque, eh bien, les barres d'arrêt d'urgence devaient remonter et non pas tomber par gravité comme dans les réacteurs actuels. Donc normalement, l'arrêt d'urgence n'est pas censé défaillir. Donc suite à l'arrêt d'urgence, pour avoir un vrai accident, eh bien, il faut que tous les systèmes d'alimentation de secours soient défaillants, ce qui fait que le circuit primaire ne soit pas refroidi. S'il n'est pas refroidi, la chaleur résiduelle de la réaction nucléaire qui ne s'arrête pas totalement, eh bien, ça va finir par faire fondre le cœur, donc les gaines de combustible. Suite à ça, on peut finir par avoir une rupture dans le circuit primaire, et puis au bout d'un moment, on va avoir de la vapeur, et voire des explosions d'hydrogène, et eh bien, ça peut fissurer l'enceinte, et donc si ça fissure, on va finir par avoir des éléments radioactifs qui vont se propager dans l'atmosphère et dans l'environnement. Et donc s'il y a la population autour, il y aura des impacts sanitaires sur la population. Tout l'enjeu va être d'assurer le refroidissement du circuit primaire. Et pour y parvenir, eh bien, on va appliquer le concept de défense en profondeur. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur un équipement. Et puis s'il y a un problème, on s'assure d'avoir une solution de rechange. Et puis si la solution de rechange ne marche pas, on a encore une troisième solution, et puis etc. Et donc avec plusieurs niveaux de défense. Cette stratégie, elle est basée sur de la diversification et de la redondance. Donc la redondance, c'est d'avoir plusieurs équipements du même type, et la diversification, c'est d'avoir des équipements de types différents pour être vraiment sûr qu'on a toujours une parade qui fonctionne. Pour refroidir le circuit primaire, eh bien, il faut de l'eau. Donc la première des choses à faire, c'est de s'assurer que l'on aura une source d'eau qui fonctionne. Donc on a plusieurs solutions. On peut avoir ce qu'on appelle des alimentations de secours des générateurs de vapeur. Donc c'est une manière de continuer à alimenter en eau le générateur de vapeur pour continuer à évacuer la chaleur par le générateur de vapeur. On peut aussi avoir ce qu'on appelle du refroidissement des réacteurs à l'arrêt, donc on en a deux. Ça permet donc, c'est une autre manière de refroidir le circuit primaire. Ensuite, si jamais le circuit primaire est cassé, eh bien, on a encore des solutions pour s'en sortir. On a deux systèmes d'injection de sécurité qui vont donc injecter de l'eau dans le circuit primaire, même s'il est pété à côté. Si ça ne marche pas, on a deux EAS donc pour ce qui est de l'aspersion de secours de l'enceinte. Donc on va envoyer l'eau par au-dessus et on va la récupérer dans les puisards et ensuite on va la réinjecter par au-dessus. Et puis on a encore un EAS ultime. Donc l'un dans l'autre, on a au final 9 solutions pour refroidir ce circuit primaire. Et pour refroidir le circuit primaire, donc il nous faut de l'eau, mais il nous faut aussi des pompes pour amener l'eau là où il y a besoin. Et pour que ces pompes fonctionnent, il faut de l'électricité. Et donc en fait, il faut assurer l'alimentation électrique des pompes. Pour ça, pareil, diversification et redondance. On a deux lignes électriques qui peuvent alimenter les pompes. Si jamais le réseau électrique est KO ou on en est déconnecté, on a des diesels de secours, il y en a deux. Si jamais ça ne marche pas, on a un générateur d'ultime secours, il
Il y en a un par centrale qu'on peut aller amener sur le réacteur qui est en défaut. Et si jamais c'est pas possible non plus, on a encore un diesel d'ultime secours dans un bâtiment bétonné et surélevé qui est capable de résister à tous les séismes et les tempêtes. Normalement, avec toutes ces solutions, on est quand même censé être capable d'assurer l'alimentation électrique des pompes. Avec toutes ces stratégies, le risque est quand même très maîtrisé. Par contre, le risque nul n'existe pas, il y a toujours un risque résiduel. Donc il faut rendre l'accident impossible, mais être toujours prêt à le gérer si ça arrive. Donc en parade supplémentaire, on a la FARM, donc la Force d'Action Rapide du Nucléaire. C'est 300 personnes mobilisables 24 heures sur 24 en France, dans des bases régionales, et ils peuvent gérer 6 réacteurs accidentés en même temps à des endroits différents en France. Ils arrivent sur le site très rapidement, et ils sont autonomes pendant un moment. Et voilà, ils ont juste besoin d'avoir une source froide pas très loin, notamment un fleuve ou la mer, et normalement, le fleuve est toujours à côté de la centrale. Et donc eux, ils sont capables de gérer en cas de problème. Et donc on a aussi un centre de crise par centrale pour que les gens puissent se réunir et décider des stratégies à adopter. Si malgré tout on a une fusion du cœur, et donc une rupture du circuit primaire aussi, et que l'enceinte ne peut pas maintenir la radioactivité, on a des recombineurs, tout d'abord des recombineurs d'hydrogène pour éviter d'avoir des explosions d'hydrogène comme il y a eu à Fukushima. Ça, c'est une première chose. Et puis, si donc la radioactivité doit sortir à un minimum, on peut contrôler sa sortie pour éviter que la pression augmente trop et que ça fissure l'enceinte. Donc, on va avoir des soupapes d'éventage et puis des films traçables, histoire de diviser par environ 10 la radioactivité des matières qui sont rejetées dans l'environnement. Si le cœur fond, on a aussi ce qu'on appelle un récupérateur de corium pour s'assurer qu'il ne va pas traverser l'enceinte par en dessous et contaminer l'environnement par en dessous. Et si jamais donc on a des rejets dans l'environnement, on a ce qu'on appelle des plans particuliers d'intervention gérés par la préfecture pour évacuer les populations, puis distribuer des pastilles d'iode pour éviter qu'ils aient des impacts sur la santé. Et pour ce qui est des EPR, on va avoir encore plus de redondance avec donc 2 fois plus de diesel d'ultime secours, d'ASG, de RIS, etc. Et tous les systèmes sont dans des bâtiments séparés et blindés. Donc là, on a quand même encore élevé le niveau de sécurité, de sûreté, pardon. Donc comme je viens de l'expliquer, un accident nucléaire, ça n'a absolument rien à voir avec une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, ça rase tout sur des kilomètres à la ronde. Un accident nucléaire, c'est un peu d'éléments radioactifs qui se propagent dans l'atmosphère. Donc ce type d'accident, qu'on appelle l'accident majeur, avec des rejets importants dans l'atmosphère, il y en a eu 2 à l'échelle mondiale de tout temps. Le premier, c'était en 1986 à Tchernobyl, en Ukraine. Donc la réaction s'est emballée, il n'y a pas eu d'arrêt d'urgence et le combustible a brûlé, donc a envoyé beaucoup d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Il y a eu 50 morts directs. Par contre, il y a eu pas mal d'autres morts par la suite, avec environ 20 000 cancers qui ont été diagnostiqués, même s'ils ne sont pas tous causés par l'accident. Il y en a une bonne partie qui l'est, et une partie de ces cancers ont eu des morts. Donc Tchernobyl, vraiment un accident dramatique avec beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé. À Fukushima, en 2011, ça a été beaucoup plus maîtrisé. Donc sur cette carte, en bas à gauche, on peut observer l'irradiation, la contamination du territoire autour de la centrale en 2011. Et puis, un peu plus à droite, on observe que 10 ans plus tard, les territoires sont quand même beaucoup plus sûrs. Cette radioactivité a fortement baissé, et donc ces impacts sur l'environnement, ils ne sont pas définitifs. Ils décroissent progressivement avec le temps. À Fukushima, il n'y a personne dans la population qui a eu plus de 10 millisieverts, c'est-à-dire personne qui a eu plus de radioactivité qu'un scanner. Donc la population n'a pas eu d'impact, très 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 peu. Par contre, il y a eu 300 000 personnes évacuées, et dans la catastrophe de cette évacuation, il y a eu à terme 2000 morts. Donc c'est des morts dues à l'accident, mais pas dues à l'irradiation. Ces morts, il faut les comparer aux morts dues au séisme et au tsunami qui, eux, ont fait quand même 20 000 morts. Et là, c'est vraiment un sujet. Et à la fin, sur l'irradiation, c'est plutôt 0 ou 1 mort. Et puis, certaines études avec des méthodologies très discutables avancent le chiffre d'une centaine de personnes qui seraient décédées. Parce que donc, même si, en ayant eu 1 millisievert, ça fait X% de chance d'avoir un problème plus tard. Mais c'est très discuté.
En tout cas, c'est un majorant. 100. Par contre, suite à cet accident, les réacteurs nucléaires japonais ont été arrêtés temporairement, les prix de l'électricité ont explosé, et il y a eu par la suite des gros problèmes sociaux avec 5000 morts. Donc c'est vraiment pas du tout le même ordre de grandeur. Donc la balance bénéfice-risque, là, elle était clairement de maintenir les réacteurs en fonctionnement. Quand on fait le bilan du risque des différents moyens de production d'électricité, en fait, on se rend compte que le nucléaire, c'est une énergie parmi les plus sûres qui soient. C'est aussi risqué que le photovoltaïque ou l'éolien. Par contre, l'hydraulique, c'est un peu plus risqué parce qu'il y a eu des ruptures de barrages qui lui ont fait des morts pour le coup. C'était pas un, mais c'était beaucoup plus. Et puis, quand on compare aux énergies fossiles, notamment le charbon, ça a absolument rien à voir. Il y a un coefficient 1000 d'écart entre l'impact du nucléaire et puis l'impact du charbon, quand on considère juste les morts par accident et par pollution de l'air due donc au charbon. Euh, Sachant que ça ne prend même pas en compte les morts futures qu'il y aura à cause du changement climatique induit par la consommation de charbon. Donc là, il n'y a vraiment pas photo. Et donc voilà, si on fait un focus sur le charbon en Europe, donc là, c'est des données qui datent de 2013, mais c'était plutôt 23 000 morts par an à cause du charbon, hein, dont chaque année 500 en France qui seraient dus juste au charbon allemand. Donc le risque net du nucléaire est vraiment clairement négatif. Les enjeux majeurs pour juger de la pertinence du nucléaire, c'est l'équilibrage du système électrique et puis le risque nucléaire. Les autres sujets sont quand même beaucoup plus secondaires. Mais je vais quand même les aborder pour démystifier un peu les différentes idées reçues qui peuvent circuler sur ces sujets. Donc, je vais commencer par la question des déchets et des ressources. Tout d'abord, le cycle du combustible. Pour faire de l'électricité nucléaire, il faut fissionner les atomes d'uranium. Donc on va envoyer un neutron sur un atome d'uranium, il va se casser en petits morceaux qu'on appellera des produits de fission, et il y aura aussi d'autres neutrons qui seront libérés dans cette fission et qui vont eux-mêmes casser nos atomes, etc. Par contre, il n'y a que les uranium 235 qui vont fissionner, c'est-à-dire des atomes d'uranium avec 235 protons et neutrons. Et cet uranium 235, ça représente que 1% de l'uranium naturel qu'on trouve dans les mines. Il y a 99% qui est l'uranium 238 qui ne va pas fissionner. Cet uranium, il serait utilisable dans d'autres types de réacteurs qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides, mais qui ne sont pas les réacteurs utilisables aujourd'hui. Donc, si on part de la mine donc avec l'uranium naturel, on va commencer par enrichir cet uranium pour avoir de l'uranium avec plus que 1% de 235, plutôt voilà, 3-4%. Et c'est cet uranium naturel donc enrichi qu'on va envoyer dans le réacteur et qui va fissionner. En sortie du réacteur, on aura des produits de fission, c'est-à-dire donc les petits morceaux cassés, et puis des actines mineurs, c'est des atomes d'uranium qui ont absorbé un neutron mais qui n'ont pas cassé. On aura aussi un peu de plutonium, qui donc lui est réutilisable, et puis on aura de l'uranium qui n'aura pas réagi. Donc le plutonium et l'uranium de retraitement, on va pouvoir les réutiliser dans d'autres réacteurs, donc faire du combustible MOX avec à la fois de l'uranium appauvri et du plutonium dans certains réacteurs. Et puis l'uranium de retraitement, on peut aussi le réenrichir pour le renvoyer dans le réacteur. Et donc à la fin, les déchets qui nous restent, ça va être les produits de fission et les actinides mineurs. On va avoir plusieurs types de déchets nucléaires que l'on peut classer selon deux axes. Leur activité, c'est-à-dire leur dangerosité, et puis leur durée de vie, c'est-à-dire pendant combien de temps ils vont être dangereux. Et en fait, les déchets qui vont poser problème, qui concernent la quasi-totalité de la radioactivité produite dans les déchets, c'est une très faible partie du volume des déchets totaux, parce que donc il y a des déchets de faible activité et puis à vie courte, qui sont des équipements non ou faiblement irradiés en fait. Et donc ces déchets dangereux, ultimes, qu'il va falloir gérer, on a trois types de déchets selon les centrales. Il y a certaines centrales qui ne retraitent pas le plutonium, et bien donc eux ils vont devoir gérer le plutonium qui est plus dangereux que l'uranium des minerais pendant 200 000 ans. Donc, bon, nous on le recycle, on le retraite dans le combustible MOX.
On va avoir les actinides mineurs, qui eux vont être dangereux, plus que le minerai de base en tout cas, pendant 10 000 ans. Et on a les produits de fission qui eux ne sont dangereux plus que le minerai de base pendant que, entre guillemets, 300 ans. Et donc eux, il n'y a vraiment pas de solution possible pour les gérer. Même si les actinides mineurs, on peut imaginer les gérer dans des réacteurs à neutrons rapides. Et en fait, c'est pas pendant 300 ans, ils restent très dangereux, et puis au bout de 301 ans, ils sont plus du tout dangereux. Leur dangerosité, elle va être décroissante, et donc au bout d'un certain temps, elle va voilà, diminuer progressivement. Pour gérer les déchets ultimes, plusieurs solutions sont possibles. La première, c'est de faire ce qu'on appelle du stockage en surface. Donc l'idée, c'est d'entreposer les déchets dans des bâtiments à la surface et de les surveiller pendant des centaines ou des milliers d'années. La deuxième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de la transmutation. Donc on va utiliser des réacteurs à neutrons rapides, par exemple, pour détruire les déchets, hein, ou en tout cas les rendre plus radioactifs. Et donc une manière de faire, c'est de les utiliser comme combustible donc dans ces réacteurs avancés. Et la dernière option, qui est celle qui va être utilisée en France et en fait dans tous les pays dans le monde qui utilisent du nucléaire, c'est de faire ce qu'on appelle du stockage en couche géologique profonde. L'idée, c'est qu'on va enfouir les déchets très profondément sous terre. Donc le projet CIGEO à Bure en France, l'idée c'est qu'on aura donc les déchets qui seront dans une matrice de verre, elle-même mise dans un colis, lui-même mis dans un ouvrage de stockage donc en béton. Et ensuite, ce qui va vraiment confiner la radioactivité pendant très longtemps, c'est la couche d'argile qui est stable sur des temps géologiques. Et donc cette couche d'argile, elle fait environ 150 mètres d'épaisseur, et à l'intérieur, eh bien, l'eau va se diffuser que de environ 1 mètre tous les 100 000 ans. Donc au vu des ordres de grandeur de la slide précédente, eh bien, au moment où ces déchets atteindront la surface, eh bien, ils ne seront plus du tout radioactifs. Et en fait, il y a deux manières pour poser des problèmes sur la santé humaine. La première possibilité, c'est l'irradiation. Mais là, les radiations émises par les déchets, quand elles atteignent la surface, elles sont ridicules. Et donc le deuxième risque, qui est du coup un risque pour les déchets, c'est la contamination. C'est-à-dire que un élément radioactif se retrouve à l'intérieur d'un corps humain. Et donc cette contamination, eh bien, elle est empêchée par tous ces trois éléments de confinement, et notamment la couche géologique. Les réacteurs nucléaires sont parfois aussi accusés de rejeter de la radioactivité dans l'environnement en opération normale. Mais en fait, c'est faux, en tout cas dans des ordres de grandeur complètement ridicules. On peut avoir des articles comme celui-ci qui titrent que voilà, on a dépassé 50 becquerels par litre dans certaines communes. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire 50 becquerels Eh bien en fait, l'eau potable, eh ben, elle est potable jusqu'à 10 000 becquerels par litre, donc les 50 c'est complètement ridicule. Euh, et le corps humain, il est lui à plus de 100 becquerels par litre. Donc l'eau qu'on a identifiée comme étant très radioactive, eh ben, elle est moins radioactive que le corps humain. Et après, par contre, c'est important d'être capable d'investiguer et de détecter quand il y a des anomalies. Et donc, il y a un seuil qui est de 100 becquerels par litre, à partir duquel on se dit, tiens, c'est bizarre d'avoir cette radioactivité-là, on va investiguer parce que peut-être qu'il y a une fuite quelque part. Mais donc, c'est un seuil d'alerte, c'est pas du tout un seuil de dangerosité. En fonctionnement normal, il y a aussi la consommation d'eau qui peut inquiéter, notamment dans une perspective de réchauffement climatique. En fait, pour refroidir le réacteur nucléaire, on a besoin donc de prendre de l'eau dans la source froide, hein, donc soit la mer, soit un fleuve, et cette eau, on va la restituer au milieu plus chaude, ce qui va donc réchauffer le fleuve, et pour ne pas trop nuire à la biodiversité, il y a des contraintes sur ces rejets, et donc en période de canicule ou sécheresse, eh bien, il va falloir réduire la production électrique de la centrale pour ne pas endommager le milieu. Et potentiellement, on va même devoir arrêter un réacteur. Une possibilité, donc, c'est juste de prendre de l'eau et de la restituer plus chaude. Une autre possibilité, c'est de prendre de l'eau, en vaporiser une partie dans une tour aéro-réfrigérante et rejeter moins d'eau dans le milieu que ce qu'on a prélevé. Cette solution, elle va consommer de l'eau, hein, il y a une partie qui n'est pas restituée au milieu. Par contre, elle va beaucoup moins, et même très peu en fait, eh bien, réchauffer le fleuve.
C'est pour ça qu'à l'avenir, dans les réacteurs EPR qui seront construits en bord de fleuve, il y aura toujours des tours, afin donc de peu impacter le milieu. Même si on réchauffe peu le milieu, on va consommer de l'eau et on peut se dire que ça peut poser des problèmes si on en consomme trop au regard du débit du fleuve. On peut avoir ici un exemple du débit du Rhône aujourd'hui et dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc pour quand seront construits et en opération les futurs EPR notamment. Sur ce graphe, donc, on a les différents affluents du Rhône. Donc, en bleu, c'est le Rhône au niveau de Lagneux, là où sera implanté l'EPR de Bugey, les deux EPR de Bugey, pardon. Et puis ensuite, on a la Saône en orange qui se jette dans le Rhône, et puis donc d'autres affluents. On peut observer qu'au niveau de Lagneux, eh bien, le débit est assez régulier toute l'année, et il va rester relativement régulier toute l'année. Par contre, les autres affluents, qui ne dépendent pas de glaciers, eux, mais uniquement des précipitations, vont être beaucoup plus variables, avec un étiage beaucoup plus faible. Et donc, en ordre de grandeur, on va avoir 2 mètres cubes par seconde qui seront consommés pour refroidir les deux EPR. Et en face, il y aura entre 400 et 500 mètres cubes par seconde en moyenne sur l'année. Et dans le pire des cas, au pire creux de l'année, on ne descendrait pas sous les 140 mètres cubes par seconde. Donc cette consommation, elle serait quand même assez limitée au regard du débit du fleuve. Après, il y aura forcément des périodes où il faudra réduire ou arrêter des réacteurs. Si la température du fleuve est supérieure à la température autorisée pour les rejets du réacteur, eh bien il faudra arrêter le réacteur. Et donc RTE, dans son rapport Futur énergétique 2050, il a essayé d'estimer un peu la probabilité d'avoir des réacteurs indisponibles. Donc, ils ont fait donc ce graphe qui représente donc la probabilité d'avoir une certaine quantité d'énergie nucléaire indisponible selon les années, puis selon les scénarios climatiques et puis les scénarios de production nucléaire. En ordre de grandeur, dans le scénario donc N03 avec le plus de nucléaire, on aurait une production de 300 TWh par an. Sur ces 300 TWh par an, il y en aurait 2 qui seraient indisponibles, qu'on ne pourrait pas produire à cause du changement climatique, en moyenne. Et puis, vu que toutes les années, c'est pas pareil, la pire année qu'on puisse avoir, on aurait 10 TWh sur les 300 indisponibles. Donc c'est quand même assez limité, cet impact du changement climatique sur l'utilisation des réacteurs nucléaires. Un dernier sujet environnemental qui peut être intéressant, c'est la question de l'extractivisme. Est-ce que faire des nouveaux réacteurs nucléaires, ça permet de réduire ou ça augmente la consommation de matériaux? Quelques ordres de grandeur à avoir en tête. Chaque année en France, chaque habitant a besoin d'1 tonne de pétrole. Et il va émettre chaque année 150 kg de déchets dangereux, qui sont pas forcément moins problématiques que les déchets nucléaires. Et en face de ça, les déchets nucléaires émis chaque année par un habitant, c'est 5 grammes. Donc 5 grammes, c'est complètement ridicule par rapport aux 150 kg de déchets dangereux. Et sur la consommation de matériaux, il y a la question du cuivre qui va être un vrai sujet, parce que donc, le cuivre, c'est un métal critique, où il risque d'y avoir de fortes tensions dessus à l'avenir, avec une consommation mondiale qui devrait excéder les réserves connues actuellement. Donc ça, c'est l'évolution de la consommation de cuivre à l'échelle mondiale d'ici 2050, dans un scénario où on resterait sous les 2 degrés. Donc il y a une forte augmentation dans l'utilisation des réseaux électriques, et puis une forte augmentation dans les véhicules électriques notamment. Et donc en France, les scénarios avec beaucoup de nouveaux réacteurs nucléaires, ça permettrait de diviser par 2 environ, par rapport au scénario 100% renouvelable, la consommation de cuivre pour renouveler et renforcer les réseaux électriques. Donc le nucléaire est très sobre en matière d'extractivisme. On a parlé d'enjeux techniques sur le réseau électrique, on a parlé des risques, on a parlé d'impacts environnementaux. Pour finir ce panorama, j'aimerais parler maintenant des enjeux financiers. Dans son rapport Futur énergétique 2050, RTE a calculé le coût complet du système électrique en prenant en compte à la fois le coût des réacteurs nucléaires, le coût des énergies renouvelables, mais aussi
le coût des flexibilités, hein, donc à savoir les moyens de stockage et les centrales thermiques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le coût des réseaux, donc les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que le coût total du système électrique il serait d'environ 70 milliards d'euros par an. Selon les scénarios, on irait de 60 à 80 milliards d'euros par an. Ça veut dire que si ces scénarios se réalisent comme prévu, leur coût serait quand même à peu près du même ordre de grandeur et qu'ils seraient moins chers pour les scénarios avec du nucléaire. Donc, construire des réacteurs nucléaires, eh bien, ça permet de réduire le coût total du système électrique. Ces estimations de coûts, elles vont être sensibles à certaines hypothèses. Il y en a une qui est assez significative, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. Le coût du capital, c'est le taux d'intérêt demandé par les investisseurs pour investir dans le projet. Et donc selon si c'est 0 ou 5 ou 10% par an, eh bien le coût total de l'électricité nucléaire, ça va être assez différent. Il faut savoir que dans le coût de l'électricité nucléaire, on va avoir l'achat du combustible, la maintenance et le coût de construction. Et puis après, donc, il faut rajouter ce coût du capital, donc, qui est les intérêts gagnés par les investisseurs uniquement donc, pour rembourser ce coût de construction. Alors, RTE, dans son scénario, prend 4% comme hypothèse, sachant que si c'est financé par des acteurs privés, ils vont plutôt demander 8% par an. Et si c'est financé par l'État ou par le livret A, par exemple, ce serait plutôt entre 0 et 2% par an. En fait, ce qui va discriminer les scénarios avec ou sans nouveau réacteur nucléaire, c'est pas si le coût complet du système électrique sera 60 ou 80 milliards par an. Ce qui va être déterminant, c'est la capacité du scénario à atteindre réellement la neutralité carbone et à nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc à quel point ce scénario est fiable. Parce que donc aujourd'hui, les énergies fossiles que l'on importe, c'est environ une cinquantaine de milliards d'euros tous les ans qu'on paye. Et en 2022, c'était même 116 milliards d'euros. Et il y a un vrai risque à l'avenir que le prix de ces énergies fossiles augmente, notamment à cause des tensions géopolitiques. On a aujourd'hui la Russie, les États-Unis, c'est un vrai risque à ne pas négliger. Sur cette question du risque financier, il y a un vrai enjeu de gestion de projet à maîtriser les coûts, les délais et puis bien sûr la qualité. Parce que si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça se répercute sur les coûts et les délais. Il y a notamment eu de gros soucis de gestion de projet sur la construction du réacteur de Flamanville, pour lequel les coûts et les délais ont explosé, donc c'est-à-dire multipliés par 4 ou 5, si ce n'est plus. Et donc suite à ce fiasco industriel, il y a eu un rapport de Jean-Martin Folt, qui était un ancien PDG de PSA. Donc ce rapport, il tire un peu le bilan de pourquoi il y a eu tous ces problèmes à Flamanville. Suite à ça, EDF a conçu et déployé une démarche qui s'appelle le plan Excel pour corriger tous ces problèmes et éviter que ça ne se reproduise. Donc à voir si cette démarche portera ses fruits. En conclusion, on a vu qu'il y avait plusieurs enjeux en matière de transition énergétique. Il faut électrifier les usages fossiles, maintenir une électricité décarbonée, et puis assurer l'équilibre du système électrique en permanence. En fait, eh bien, sans nouveau réacteur nucléaire, il y a un important risque d'échec, un important risque de ne pas y arriver, ou en tout cas de ne pas y arriver en 2050. À propos de risque, on parle souvent du risque nucléaire. Eh bien, en fait, ce risque il est particulièrement bien maîtrisé, notamment en France, et il est très très limité. Et en fait, ces conséquences des accidents nucléaires passés ont été beaucoup plus faibles que les conséquences présentes, passées et futures des énergies fossiles. Le nucléaire, c'est aussi une énergie qui est sobre, sobre en combustible, sobre en déchets, et ce sera encore plus vrai avec des réacteurs à neutrons rapides. C'est aussi une énergie sobre en eau et en matériaux, notamment le cuivre, qui est un métal critique pour la transition énergétique. Enfin, la transition énergétique s'accompagne d'importants enjeux financiers. Les importations d'énergie fossile aujourd'hui, c'est un coût qui est du même ordre de grandeur que le coût du système électrique complet en 2050. Donc le principal enjeu financier, c'est vraiment de nous sevrer de ces énergies fossiles qui coûtent un pognon de dingue.
En matière financière, on peut aussi conclure que construire des réacteurs, ça fait baisser le coût du système électrique. Et par contre, ces résultats sont sensibles à certaines hypothèses, notamment le coût du nucléaire va dépendre des modalités de financement. Si c'est financé par des investisseurs privés, ça coûtera plus cher que si c'est financé par le public, que ce soit à travers l'État ou l'épargne, notamment des livrets A. Et enfin, il y a des questions de gestion de projet à bien maîtriser, notamment les surcoûts et les retards. C'est un risque important pour le nucléaire, mais aussi pour tous les autres leviers de transition. Déploiement des renouvelables, déploiement de stockage d'hydrogène ou d'autres infrastructures importantes. Il y a des risques de surcoût et de retard pour tous les leviers de transition. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura permis de vous faire un avis un peu plus éclairé sur les enjeux du nucléaire et que la prochaine fois que vous débattrez du sujet, vous pourrez en parler un peu plus calmement et sereinement. Merci et à bientôt sur Barla Énergie Climat.